Merci. Je souhaite tout d'abord, bien entendu, remercier les organisateurs pour m'avoir convié à participer à ce colloque pour traiter donc, à l'heure de la sieste, du sujet de la place de l'intercommunalité dans la gouvernance des établissements publics de santé. Alors, à titre liminaire, je crois qu'il n'est pas utile de revenir trop longuement sur le lien historique qui unit l'hôpital avec la commune au sein de laquelle il est implanté, depuis au moins la grande loi révolutionnaire de Vendémiaire en 5. Mais ce qui est intéressant de noter, je vais passer vite aussi, puisque ça a été exposé hier exactement à la même heure et au même endroit, et avec beaucoup plus de talent que moi par Mathieu Touzel-Divina, mais il est intéressant de noter que très tôt la législation hospitalière a acté le fait que les mouvements de population conduisent en réalité les établissements de santé à prendre en charge un public beaucoup plus large que celui de cette commune. Et c'est pour ça que, comme l'a bien montré le professeur Touzel-Divina hier, le terme intercommunal apparaît rapidement dans la législation hospitalière. C'est une loi dont il a également parlé, celle du 21 décembre 1941, donc sur la période du gouvernement de Vichy, qui donne pour la première fois le qualificatif d'établissement public aux hôpitaux. Et l'article 1er du texte précise que ces établissements publics sont communaux, intercommunaux ou départementaux, ce qui renvoie au cas de figure très particulier, le département des établissements spécialisés en psychiatrie. Donc on a la mention de l'intercommunalité que l'on va conserver par toutes les lois successives, puisque jusqu'à ce que la loi HPST transforme les hôpitaux en établissements publics de l'État, donc en 2009, les textes ont continué à affirmer leur rattachement tantôt communal, intercommunal, départemental. Il y avait même l'exception de 2 établissements qui étaient déjà nationaux. Et la référence à l'intercommunalité, elle a été notamment très utilisée dans le cadre des fusions hospitalières au cours des années 80 et plus largement 90. Mais il me semble que le sens à donner au terme d'intercommunalité, tel qu'il apparaît là, c'est plutôt le sens qui correspond à la première définition d'un célèbre dictionnaire juridique, le Cornu, pour ne pas le citer, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, qui qualifie l'intercommunalité comme ce qui est commun à 2 ou plusieurs communes, ce qui les regroupe ou en dépend. Or, j'ai interprété, peut-être à tort, mais la commande qui m'a été faite de traiter de la place de l'intercommunalité dans la gouvernance des établissements publics de santé comme la volonté d'aborder l'intercommunalité sous son sens plus institutionnel, c'est-à-dire celui de l'EPCI ou de la métropole. Et ça me paraît présenter un réel intérêt au regard de quelques évolutions récentes que je voulais rappeler brièvement avant de rentrer dans le vif du sujet. D'abord, en premier lieu, la formule qui figure aujourd'hui au Code de la santé publique, c'est l'article L1434-10, qui affirme la responsabilité de l'ensemble des acteurs du territoire pour améliorer la santé de la population de ce territoire. Cette formule, alors j'ai retenu ce matin qu'il ne fallait pas dire qu'elle était marketing, donc je dirais qu'elle est purement déclamatoire. Cette formule, elle a certes peu d'effets juridiques, mais elle montre bien quand même, elle semble en tout cas légitimer quand même une implication croissante de l'intercommunalité. C'était d'ailleurs le sens de la contribution qu'avait déposée Intercommunalité de France et France Urbaine dans le cadre du Ségur de la santé. En deuxième lieu, des problématiques dont il a été largement question depuis hier, qui tiennent à l'attractivité des territoires, à l'accès aux soins non programmés, à la permanence des soins. Toutes ces problématiques, elles nécessitent souvent d'être traitées, d'être appréhendées à une échelle plus large que celle de la commune. J'observe d'ailleurs, ça a été dit notamment hier par Benoît Apollis, que de plus en plus les intercommunalités financent des structures d'exercice coordonnées ou des solutions de télésanté. En troisième lieu, et sans vouloir empiéter sur l'intervention de Madame Long qui va suivre, qui porte sur la loi 3DS, on peut considérer que les avancées que le texte comporte en matière de santé sont, on va dire, modeste. Mais pour autant, ce texte offre un cadre plus sécurisé à l'interventionnisme économique
des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière sanitaire. Et il est d'ailleurs tout à fait intéressant de noter que la circulaire du Premier ministre du 10 mars 2021, qui porte sur la relance de l'investissement en santé, eh bien le texte, il appelle précisément les directeurs généraux d'ARS à aller voir les collectivités territoriales et leurs groupements pour essayer de les mobiliser afin de contribuer au financement d'investissements jugés prioritaires. Et puis enfin, dernier élément, il me semble difficile, ça a aussi beaucoup été évoqué, de passer sous silence les enseignements de la crise sanitaire. On sait que le droit de l'urgence sanitaire est resté très largement centralisé et que tous les travaux d'évaluation insistent sur la nécessité, à l'avenir, si la situation se présente à nouveau, de donner davantage de place aux territoires et aux élus locaux, même s'il est vrai que les EPCI sont plutôt mentionnés à la marge dans ces travaux d'évaluation. Donc c'est tous ces éléments qui, à mon sens, plaident en faveur d'une implication plus forte des structures de coopération intercommunale dans la gouvernance des hôpitaux. Mais ce que je vais essayer de vous montrer brièvement, c'est que la reconnaissance d'une place aux EPCI dans cette gouvernance est relativement récente et qu'en dépit de cette reconnaissance, l'influence qui est la leur reste limitée. Alors, une reconnaissance récente, tout d'abord, ce que je vais voir en deux temps très brièvement, c'est que, comme je l'évoquais il y a quelques instants en introduction, la consécration du caractère, je dirais, pluricommunal de l'hôpital est relativement ancien, mais l'introduction de représentants des structures de coopération intercommunale dans les instances des établissements est beaucoup plus récente. D'abord, la consécration ancienne de ce que j'ai appelé donc la pluricommunalité de l'hôpital. Je disais, c'est la loi, je l'ai évoqué tout à l'heure, la loi de Vendémiaire en 5, qui va créer au sein des hôpitaux une instance collégiale. À l'époque, c'était la commission administrative, c'est devenu le conseil d'administration, c'est aujourd'hui le conseil de surveillance, peu importe pour l'instant la dénomination. C'est dans cette instance collégiale qu'on va retrouver les représentants en particulier des collectivités territoriales. Et c'est quand on s'intéresse à la composition de cette instance, c'est là qu'on voit que très tôt, finalement, on s'est dit qu'il allait falloir que siègent dans cette instance-là non seulement des représentants de la commune d'implantation de l'hôpital, mais aussi des représentants d'autres communes avoisinantes. Or, c'est évident pour les établissements de rattachement intercommunal, je dirais même c'est consubstantiel, c'est lié à la nature même de ces établissements. Je ne vais pas développer ce point que je traiterai un peu plus en détail dans la contribution écrite. Ce qui est plus intéressant pour mon propos là, c'est le cas des établissements qui ne sont pas intercommunaux, qui sont à rattachement ou aujourd'hui à ressort communal, qui pendant longtemps n'avaient dans leur conseil d'administration que des membres de la commune siège, le maire et des représentants désignés par le conseil municipal, où il y a un changement qui s'opère et qui traduit le mouvement que j'évoque, qui s'opère en 1996. C'est le décret du 30 octobre 1996 qui est pris en application des ordonnances Juppé de la même année, qui marque cette rupture, puisque à partir de ce texte, dans les établissements publics de santé, y compris les établissements ou les CHR, les CH ou les CHR communaux, il va avoir toujours une représentation de la commune siège, mais également 2 représentants d'autres communes qui étaient à l'époque désignés par le directeur de la RH en fonction du nombre de patients accueillis. Donc cette réforme de 1996, elle est importante à mon sens parce qu'elle officialise, même dans des établissements qui sont de rattachement communal, le fait que l'hôpital intéresse pas simplement la commune, mais aussi les autres communes de taille importante qui se situent dans le territoire. Mais vous aurez noté qu'il n'est nullement question, dans cette réforme de 1996, il n'est nullement question ici des structures de coopération intercommunale. Ce n'est que beaucoup plus récemment, je vais m'y arrêter un petit peu plus du coup, que celles-ci sont apparues dans les instances des établissements publics de santé. Et c'est cette introduction donc, des représentants des EPCI dans les instances des établissements de santé, c'est une évolution de la loi HPST, qui a souvent été citée depuis hier, la loi HPST du 21 juillet 2009. Alors ce texte a pour effet
de réduire le nombre de membres dans les conseils que la loi rebaptise d'ailleurs conseil de surveillance. Elle réduit le nombre de membres, elle diminue, j'y reviendrai tout à l'heure, les prérogatives de l'instance, mais elle garde les principes anciens. Aujourd'hui, comme par le passé, un conseil de surveillance, c'est, je schématise, 3 collèges. Premier collège, des représentants des élus. Deuxième collège, représentation des personnels. Et troisième collège, représentation, personnalité qualifiée, représentation des usagers. Pour ce qui nous intéresse ici, vous l'aurez compris, c'est le premier collège. Eh bien, en application de la loi HPST, il est pour la première fois fait mention dans le Code de la santé publique du fait que siégeront dans ce premier collège, au plus, 5 représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Donc on a la première mention dans la partie législative des groupements de collectivités territoriales. C'est finalement pas vieux, vous voyez, c'est 2009. Et il est revenu au décret du 8 avril 2010 de préciser plus en détail la composition de ces nouveaux conseils de surveillance. Là aussi, je vous épargne les règles qui varient suivant le ressort et la taille. Vous aurez le bonheur, si vous avez la curiosité de le lire, de voir ça dans la contribution écrite. Je vais à l'essentiel. Pour l'oral, ce qu'on peut retenir au niveau essentiel, c'est que là, aujourd'hui, dans le conseil de surveillance d'un hôpital, vous avez au moins 1, parfois 2, ça dépend de la taille du conseil de surveillance, représentants de l'EPCI à fiscalité propre ou de la métropole dont la commune siège et membre. Donc on a depuis une douzaine d'années maintenant cette représentation institutionnelle qui est garantie. Je voudrais faire 2 observations rapides pour finir sur ce point et pour conclure cette première partie. Première observation, vous aurez noté la formule qui a été retenue dans le décret que je viens de citer, métropole, ok, ça a été rajouté après évidemment, ce n'était pas en 2010, et EPCI à fiscalité propre. Donc on a une vision de la coopération intercommunale qui est un peu plus restrictive que ce qu'envisageaient les travaux préparatoires de la loi HPST, qui semblait viser plus largement toutes les formes de coopération, y compris de nature syndicale. Là, ce n'est pas le cas, puisque c'est EPCI ou métropole. Deuxième observation, très souvent, même si ce n'est pas systématique, mais très souvent, les personnes qui sont désignées pour siéger dans le conseil de surveillance par la structure de coopération intercommunale s'avèrent aussi être des conseillers municipaux de la commune siège. Ce qui fait qu'il est parfois très difficile de savoir si ces personnes s'expriment dans l'instance au titre de la structure pour laquelle elles siègent et qui les a désignées, ou plutôt avec la casquette à laquelle ils sont davantage associés, qui est celle de la commune. Et on a eu aussi l'occasion d'évoquer depuis hier les situations de concurrence potentielle qui peuvent exister. Quoi qu'il en soit, et en dépit de cette réserve, on voit bien qu'on a désormais un nouveau dispositif qui marque l'entrée des EPCI ou de la métropole dans les instances de gouvernance hospitalière depuis la loi HPST. Or, cette loi HPST, dans le même temps, elle a réduit considérablement les prérogatives des conseils de surveillance. Et donc, ce que je vais voir maintenant, c'est l'interrogation qu'on peut développer sur la réelle influence qui est celle de ces élus et de ces représentants dans ces instances. Et ce constat, je l'ai annoncé, donc il n'y a pas de suspense, je l'ai annoncé dès le début, ce qui était le propos que j'allais développer d'une influence limitée. Ce constat, on peut le faire qu'on s'intéresse au conseil de surveillance des hôpitaux ou qu'on élargisse la focale, comme je le ferai rapidement pour finir la partie, sur la gouvernance des groupements hospitaliers de territoire. D'abord, le conseil de surveillance des établissements de santé. S'il y a bien une constante dans l'histoire des lois hospitalières depuis 1970, c'est la réduction progressive des attributions de cette instance. Chaque loi, vraiment, est allée dans ce sens-là et la loi HPST ne fait que prolonger le mouvement. Pour faire bref, un conseil de surveillance n'a, et c'est depuis la loi de 70, qu'une compétence d'attribution. C'est-à-dire qu'il n'est compétent que sur une liste de matières qui sont limitativement énumérées par les textes. Et cette liste, elle a eu tendance, au gré des réformes successives, à se réduire. Il ne reste plus que 8 matières aujourd'hui sur lesquelles le conseil de surveillance d'un hôpital délibère. En gros, c'est, pour reprendre les 2 grands domaines, la stratégie, c'est-à-dire le projet d'établissement, le rapport annuel d'activité, on est entre la stratégie et la deuxième grand domaine d'attribution, qui est le contrôle permanent de la gestion de l'établissement.
Mais sans trop développer ce point, juste pour attirer votre attention sur ce qui est sans doute le plus révélateur, symptomatique ou symbolique, un conseil de surveillance n'intervient plus en matière budgétaire qu'à la fin pour les comptes de l'exercice clos, mais il ne vote plus le budget ni ses modifications en cours d'année. Il n'est donc plus compétent pour tout ce qui est la gestion courante opérationnelle d'un hôpital. Or, vous n'êtes pas sans savoir que ces équilibres, d'aucuns diraient ces déséquilibres de la loi HPST ont été très critiqués. Il y a eu des ajustements opérés depuis quelques années, en particulier en 2021, avec l'ambition affichée de médicaliser davantage la prise de décision à l'hôpital. Mais j'observe qu'aucune des modifications qui ont été apportées ne est vraiment revenue sur la banalisation et la réduction du rôle du conseil de surveillance. Tout au plus peut-on citer une formule qui a été introduite à l'initiative des parlementaires dans la loi Touraine en janvier 2016, qui conduit maintenant à préciser dans le Code de la santé publique que le statut des hôpitaux tient compte de leur implantation locale et de leur rôle dans la stratégie des collectivités territoriales. Mais convenons que ça ne change quand même pas grand-chose dès lors que les attributions du conseil de surveillance n'ont pas évolué. Et puis on peut aussi remarquer qu'il n'est fait mention que des collectivités territoriales sans que je puisse vous dire que c'est un choix explicite ou que ça relève davantage de la maladresse rédactionnelle. Donc une influence limitée parce que le rôle du conseil de surveillance est aujourd'hui beaucoup moins important qu'il n'a pu l'être par le passé. Ce constat, on le trouve aussi si on s'intéresse à la gouvernance des groupements hospitaliers de territoire. Alors, pour faire bref, puisqu'on n'a pas trop évoqué les GHT depuis hier, pour rappeler pour ceux qui ignorent de quoi il s'agit, les groupements hospitaliers de territoire, c'est une forme de coopération qui a été introduite par la loi Touraine en 2016, confirmée par la loi Buzyn en 2019, qui a cette singularité que c'est une forme de coopération obligatoire, dans le sens où aujourd'hui, tout hôpital, sauf exception, et elles sont rares, tout hôpital a l'obligation d'être membre d'un groupement hospitalier de territoire qui poursuit deux grands objectifs. Un, définir une stratégie médicale publique de prise en charge graduée des patients sur le territoire. Et deux, rationaliser certains modes de gestion, certaines fonctions, par exemple en mutualisant la fonction achat. Mais les GHT, c'est une des singularités des GHT, ils ont une gouvernance qu'on pourrait qualifier de complexe, voire de baroque. Les GHT n'ont pas la personnalité morale, et donc toutes les compétences qui sont déléguées passent aujourd'hui par l'intermédiaire ou le truchement d'un établissement support. Pour autant, la loi a prévu toute une série d'instances qui viennent se surajouter aux instances des établissements membres. Et en particulier, la seule qui va nous intéresser et qui concerne mon propos de cet après-midi, il existe bien parmi les nombreuses instances des GHT un comité territorial des élus locaux, au sein duquel on retrouve tous les élus qui siègent dans le premier collège des établissements membres du groupement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la loi, elle ne s'est pas montrée très discerte sur le rôle de ce conseil. La version initiale du texte renvoyait à la convention constitutive du groupement le soin de préciser en détail à quoi le comité territorial servait. À partir de là, il n'est pas très étonnant que les différents travaux d'évaluation des GHT aient mis en avant le fait que ce comité peinait à trouver sa place et que l'investissement des élus y demeurait assez limité. C'est pourquoi la loi du 24 juillet 2019 a renforcé les prérogatives du comité territorial qui doit désormais se prononcer sur la stratégie du GHT et émettre des avis, par exemple, sur le projet de soins partagés. Est-ce que ce sera suffisant ? On peut en douter, juste pour terminer, et avant de conclure, juste pour terminer sur ce point, pour les intercommunalités, il y a sans doute un point qui pose question vis-à-vis de l'articulation avec les GHT, c'est la discordance des territoires. Les GHT ont aujourd'hui majoritairement un territoire départemental ou à cheval sur plusieurs départements, soit un territoire plus vaste que celui des intercommunalités, d'où ces difficultés d'articulation. Alors, que dire pour conclure ce rapide panorama d'administrativiste sanitaire, pour reprendre une expression de Didier Truchet, puisque je n'avais pas encore cité Didier Truchet et que tous mes collègues en droit de la santé l'ont fait. Qu'en conclure ? On a vu que la gouvernance des hôpitaux n'a consacré que récemment la place des intercommunalités, mais c'est sans doute en lien aussi avec la lenteur du processus d'affirmation de celle-ci en France. Mais ce qui est intéressant pour notre propos, c'est que finalement,
le relâchement du lien entre la commune et l'hôpital au sein duquel l'hôpital est implanté. Ce relâchement n'a pas que des conséquences en termes de représentation, il a aussi des conséquences qui se traduisent par une volonté affichée et délibérée des pouvoirs publics de mise à l'écart progressive des élus locaux et des collectivités territoriales et de leurs groupements dans leur gestion de l'hôpital. Dans ces conditions, on peut comprendre que les représentants des structures de coopération intercommunale trouvent la place nouvelle qui leur est faite sans doute un peu décevante et parfois peu motivante. Je vous remercie.